Ça y est, Elzéar le prêtre va venir. Et lui? Il ne parle plus, pas un mot, pas un geste. Le docteur vient de passer. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit il est cuit. Oh, dites, monsieur Brun, Pani c'est cuit. Oh, mon pauvre Honoré, va. Couillon. Mais il a parlé. Qu'est-ce que tu as dit, Honoré? Il a dit couillon. Oh, ben alors il va mieux. Il rêve peut-être, ou alors il a le délire. Quel délire? J'ai pas le délire. J'ai même pas de fièvre. Je suis froid comme du gigot. Alors pourquoi dites-vous des mots grossiers? Parce que vous êtes tous à pleurer autour de mon lit. C'est déjà bien assez triste de mourir. Il faut encore voir pleurer les autres. Et il a raison, ce qu'il dit. Seulement, personne ne pleure. Et puis tu ne meurs pas, Honoré. Au contraire, ce que j'ai, c'est peut-être une crise de croissance. Le docteur est revenu. Oui, il est revenu. Et je ne l'ai pas entendu. Il n'a pas voulu vous réveiller. C'est-à-dire que je n'avais pas ma connaissance. Et quand on dort, on n'a pas sa connaissance. Moi, quand je dors, il peut venir n'importe qui dans ma chambre, je l'entends pas. Tiens, une fois, figurez-vous que je dormais... C'est ça, raconte-nous ta vie, c'est le moment, va. Il me semble que je suis mieux. Maintenant, je peux respirer. Respire, Honoré, respire. L'air, c'est le meilleur aliment. Ça vous nettoie, ça vous dégorge. Moi, je crois que tu es sauvé. Oh, sauvé, tu sais. Écoute, Félix. Non, je n'écoute pas. Et je veux te dire mon point de vue. Mais voyons, laissez-le Voilà. parler. Laissez-le parler. Il n'a plus que 4 bouffées d'air, tu lui coupes tout le temps la parole. Mais puisque j'ai quelque chose à dire d'intéressant... Alors n'essaie pas toujours de faire l'important, surtout dans un moment comme aujourd'hui. Et qu'est-ce qui meurt ici? C'est lui ou c'est toi? C'est lui. Eh ben alors si c'est lui, laissez-le parler, s'il vous plaît. Eh oui, c'est ça qui m'ennuie. Je suis mourant et je n'ai pas l'air d'un mourant. J'ai une figure comme le derrière d'un soldat et un derrière comme la figure d'Escarpe-Figue, avec la barbe en bois, bien entendu. Et avec ça, je meurs. Eh bien, ça ne veut rien dire. Ça ne ressemble à rien. C'est presque ridicule. Ce n'est pas une mort subite, ce n'est pas une mort solennelle, c'est rien, c'est minable. Ça fait pitié. Alors toi, sincèrement, tu crois que tu pars? Tu crois que ça y est? Eh oui, ça y est. Et puis quoi, il faut bien que ça y soit un jour. Moi, de mourir, ça ne me fait rien. Mais ça me fait peine de quitter la vie. Alors là, je n'y suis plus du tout. Oh, d'abord, toi, tu n'y es jamais. Moi, je comprends très bien ce qu'il veut dire. Il veut dire que ça lui fait pas peine d'être mort, mais ça lui manquera de n'être plus vivant. Ça me fait de la peine de penser que je ne verrai plus ma femme, ni mon fils Césario, ni vous autres. Ça me fait peine de ne plus boire le pastis bien frais sous les platanes, de ne plus jouer aux boules avec vous. À propos, l'autre soir quand ça m'a pris et que je suis parti au beau milieu d'une mène, vous n'avez pas continué? Non, nous sommes restés 12 à 14. C'est une partie qu'il faudra finir un de ces jours en souvenir de moi. Monsieur Breuil, à ma place comme tireur, prenez Hippolyte. Il sent mauvais mais il tire bien. Moi, la dernière boule que j'ai tirée, je l'ai manquée. Et à la manille, comment vous allez faire? Ça va, Honoré, si c'est que ça qui t'inquiète, on te remplacera. Nous avons déjà choisi un 4e. Mais attends qu'il soit mort au moins pour le remplacer. Je dis ça pour qu'il se fasse pas de mauvais sang. Oh. Je vais regretter le matin quand je me rasais devant la fenêtre en regardant le beau vieux port et que je pensais aux affaires de la journée en voyant à travers la vitre la première traversée de Félix. Je vais regretter des bêtises, les poils que j'ai sur la poitrine. Je vais regretter mon corps aux pieds. Il ne m'a jamais fait de mal. Et il me disait le beau temps ou la pluie. Mon corps aux pieds, je vais le perdre, car les squelettes n'ont pas de corps. Il se voit déjà un squelette. Toi, ça va te changer encore plus que moi. Comment ça? Ton squelette ne te ressemble pas du tout. Tu as peut-être un squelette mince et charmant comme une première communiante. Est-ce que tu crois que je vais mourir? Oh, toi? Oh non, Dieu garde. Le bon Dieu est tellement content de t'avoir fait qu'il ne voudra jamais détruire son chef-d'œuvre. Et bonjour. Et alors, Honoré, il paraît que tu es malade? Oui, il paraît que je suis malade. Et toi, mon pauvre Elzéar, il paraît que tu es menteur. Oh, Honoré, un prêtre. Pourquoi me demandes-tu ça? Et toi, pourquoi fais-tu semblant de ne pas savoir ce que tu sais très bien? Qui te prouve que je le sais? Oui, c'est vrai, rien ne le prouve, tu passais par hasard. Eh oui, par hasard. Oh, le hasard qui t'a conduit ici, je le connais. Il s'appelle Fanny. Non, il ne s'appelle pas Fanny. Mais admettons-le. Est-ce que ça ne serait pas naturel? Oui, évidemment, c'est assez Il naturel. doit y avoir d'extraordinaire. Et si je suis venu, est-ce que c'est un crime? Non, Elzéar, c'est tout le contraire d'un crime. La vérité, c'est que tu te frappes. Puisque je suis là et que tu me parais en bonne disposition, si tu te confessais... Oui, puisque je n'ai rien du tout et que je rajeunis à vue d'œil, si tu me donnais l'extrême onction. Bon, eh bien, confesse-moi. Attendez un peu, vous autres. Elzéar,
Est-ce que c'est obligatoire que je reste seul avec toi? Non, Honoré. Les premiers chrétiens se confessaient devant tout le monde, en public. Mais c'était des saints. Il n'avait pas grand-chose à dire. Oui, moi je ne suis pas un saint, mais je voudrais que vous restiez là. Allons, Elzéar, pose-moi des questions. Honoré, toute confession est grave. C'est pourquoi il convient de donner à cette cérémonie amicale un caractère de solennité. Tu veux que je mette un chapeau melon? Je veux que tu cesses de plaisanter. Ça y est, maintenant il engueule un mort. Asseyez-vous tous. Voyons, mon fils. Écoute, Elzéar, je vais te le dire franchement. Si tu m'appelles ton fils, je vais rigoler. Et comment veux-tu que je t'appelle? Honoré? Bon, si tu veux. Honoré, répète après moi cette phrase. Bénissez-moi, mon Père, parce que j'ai péché. Bénissez-moi, mon Père, parce que j'ai péché. Que le Seigneur soit dans ton cœur et sur tes lèvres, afin que tu fasses une sincère et entière confession de tous tes péchés. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. En somme, tu n'as pas vécu comme un bon chrétien, Honoré. Tu n'as pas observé les commandements de notre Sainte Mère l'Église. Tu as négligé tes devoirs envers toi-même et envers Dieu. J'espère qu'il te pardonnera. Et maintenant, as-tu fait le mal dans ta vie? Je ne sais pas. Je veux dire, je ne sais pas ce que toi, tu appelles du mal. Ce n'est pas moi qui décide, Honoré. Ce sont les commandements de Dieu. César, Oui. approche-toi. Oui. Et lis-nous les commandements de Dieu l'un après l'autre. Moi? Ça sera l'occasion de te les rappeler. Oui. Un seul Dieu tu adoreras et aimeras parfaitement. Ça va. D'accord. Je n'ai jamais adoré plusieurs dieux, Elzéar. Parole d'honneur. Le nom de Dieu ne jurera ni sans raison ni faussement. Aïe, aïe, aïe. Celui-là est mauvais pour moi. J'ai dit beaucoup de jurons, Elzéar. Je le sais, tu n'es pas marseillais pour rien. Mais je te jure. Encore? Non, excuse-moi. Je t'affirme qu'au moment où je prononçais des jurons terribles, je ne pensais pas du tout au bon Dieu. Et ça voulait dire tout simplement que j'étais en colère. Mais tu penses bien que le bon Dieu, fort comme il est, je n'avais pas du tout l'intention de le provoquer. Bien, continuons. Faux témoignage ne dira ni mentira aucunement. En voilà encore un qui est dur. Qu'est-ce que tu entends par mentir? Dire le contraire de la vérité. Alors, mon père, je m'accuse d'avoir commis le péché de mensonge. Souvent, Continuellement. Enfin, je veux dire plusieurs fois par jour. En jouant aux boules, par exemple, ou en revenant de la pêche ou de la chasse. Et surtout avec la clientèle. Tu comprends, Elzéar? S'il faut toujours dire la vérité à la clientèle, il n'y a plus de commerce possible. Oui, tu n'as pas pu vendre ce fameux bateau à M. Brun. raconte-moi donc cette histoire. Ce n'est pas la peine, monsieur le curé. Moi, la victime, je ne porte pas plainte. Ce n'était pas un vrai mensonge. Ce n'était qu'une galéjade. Merci, monsieur Breuil. C'est égal, si c'était noyé pour ta confession, ça t'aurait fait un brave plat de résistance. Continue, César. L'œuvre de chair ne désirera qu'en mariage seulement. Ah, qui s'y arriva au plus mari? C'est un grand pécat. Et ce bessaille le plus grand. Des ségueux, les acteurs qui s'y font le plus souvent. Allons, parle, Honoré, débarrasse ta conscience. Ça me gêne de te dire ces choses-là à toi. Dans ma paroisse, Honoré, il y a beaucoup de pauvres filles. J'en ai certainement entendu de plus graves que les tiennes. Allons, parle. Eh bien oui, je l'ai fait, ce péché. Et ce qui est plus terrible, c'est que je l'ai fait avec plaisir. Oh, pardi, si les péchés faisaient souffrir quand on les fait, et nous serions tous des saints. Combien de fois as-tu péché? Souvent, et de toutes mes forces. Oh, oh, oh. Quand j'étais jeune, tu comprends, avant mon premier mariage, j'avais une petite amie que vraiment... Tu t'en es confessé déjà, du moins je l'espère, quand tu t'es marié. Ah oui, c'est vrai. Alors ça, je n'ai pas besoin de te le raconter. Tu pourrais quand même nous le raconter à nous, Honoré. C'est intéressant. Félix, je te rappelle à la plus élémentaire pudeur. Ensuite, pendant mon premier mariage, ça m'est encore arrivé. Ah, mais ça, je te l'ai raconté quand je me suis confessé avant mon second mariage. Mais depuis cette dernière confession, Eh bien, depuis que j'ai épousé Fanny, ça m'est encore arrivé. Oh, mais tu as trompé Fanny? Eh oui, Fanny a toujours eu pour moi beaucoup d'affection, mais de la passion, pas énormément. Et ça se comprend. Alors moi, avec elle, j'ai été plutôt discret. Tu me comprends? Alors le diable m'a tenté. quelle forme avait-il pris? Il avait pris la forme d'une de mes ouvrières. Laquelle? La petite rousse. Je m'en étais toujours douté. Je te rappelle que ta confession ne doit mettre en cause que toi-même. C'est une règle absolue.
Pour toi, Félix, je te prie de sortir. C'est sérieux? Allez, sors, bourre de grande bourrique. Bon. Ton péché a duré longtemps. 5 à 6 minutes. Mais combien de mois? Presque un an. Après, elle s'est mariée. Elle n'a plus voulu. Tu as l'air de le regretter. Sur le moment, Elzéar, je l'ai regretté. Mais maintenant, je regrette de l'avoir regretté. Et tu sais, quand je te vois me parler comme ça, je le regrette sincèrement. Mais tu ne sais pas le plus terrible. Quand elle n'a plus voulu... Ah non, je crois qu'il vaudrait mieux que je ne te finisse pas ma confession. Je vois que ça te fait de la peine. Je t'écoute, Honoré, avec toute la tendresse qu'un prêtre peut offrir à tous les hommes. Allons, parle, Honoré. Eh bien, quand elle n'a plus voulu, j'en ai pris une autre. Oh, aïe. Tu m'as tout dit, Honoré. Mais oui, Elzéar, du fond du cœur, je t'ai tout dit. J'ai maintenant une question à te poser. Mais comme elle met en cause une autre personne, je désire rester seul avec toi. Retirez-vous, je vous prie. Bon. Allez, venez, monsieur Brun, au revoir. Au revoir. Monsieur Brun, ça m'a fait quelque chose de lire les commandements de Dieu. Ça m'a fait peur. Messieurs, je crois que c'est le moment. Félix. Oh. Vas-y du discours. Oui. Ce dernier adieu, Honoré, je suis venu te le dire au nom des sauveteurs de Castellane qui t'avaient nommé président d'honneur. Certes, tu n'allais jamais sur la mer écumante arracher au péril de ta vie la proie périssable de l'océan. Tu n'as jamais plongé dans les eaux troubles du vieux port pour rendre à sa mère trempée de larmes un enfant trempé d'eau salée. Non, tu ne fus pas un sauveteur, mais tu fus mieux que ça. Un jour, les vaillants sauveteurs de Castellane s'aperçurent qu'une main sacrilège avait volé les avirons de leur canot. Certains, d'autre part, prétendirent que ce canot n'avait jamais eu d'aviron. Mais toi, pour couper court à toute discussion, par un geste bien digne de ta générosité et de ton courage, tu fis présent aux héros de la mer d'une motogodie à pétrole et tu sauvas les sauveteurs. Au nom des sauveteurs, au nom du sauvetage, merci Honoré, merci et au revoir. Il a bien parlé. Messieurs, c'est fini. Il est enterré. Allons prendre un verre au bar. Messieurs, si on faisait une manille, asseyons-nous. Pas là, Félix, pas là. C'est la place et la chaise de Tanis. C'est sacré. Qu'est-ce qu'on prend, monsieur Brun? Un petit vin blanc, jamais l'alcool. Monsieur Brun, j'ai la prétention de connaître mon métier. Évidemment. Ça, personne n'oserait le discuter. Bon. Eh bien, monsieur Brun, je ne vous dirai pas que l'apéritif est un remède comme l'huile de foie de morue. Non, mais c'est meilleur et ça ne fait pas plus de mal. C'est certainement meilleur au goût. Bon, vous êtes d'accord sur ce point. Et quand je vous dis ça ne fait pas plus de mal, il faut que je m'explique. On dit, monsieur Brun, que l'apéritif attaque le foie. Or, tous les apéritifs sont faits avec des plantes, absinthe, gentiane, sauge, anis, orange, etc., etc. Plus l'alcool. Essence de vigne, plantes. Ces plantes, monsieur Brun, elles n'ont pas de foie. Elles n'ont jamais vu un foie. Elles ne savent pas ce que c'est qu'un foie. Moi non plus, d'ailleurs. Ne me coupe pas quand j'explique. Elles ne savent pas ce que c'est qu'un foie. Vous ne me ferez pas croire, monsieur Brun, que ces plantes sont l'ennemi du foie qu'elles ne connaissent pas. Ben, c'est peu quoi dire. Hein. Mon cher César, je saurais très bien quoi dire. Je serais même tenté de vous répondre que votre raisonnement est absurde. Et pourquoi? L'acide sulfurique n'a jamais vu le cuivre. Et pourtant, si on le verse sur une plaque de cuivre, l'acide attaque la plaque. Cette comparaison n'a aucun rapport avec les apéritifs. Si vous voulez. Comment, si je veux? Nous parlons scientifiquement. Et notre conversation échappe peut-être à Escartefigue. Qui échappe? Je vous entends. Tu nous entends, mais tu ne nous comprends pas. C'est une conversation qui passe au-dessus de ta tête. Voyons, monsieur Brun, quel est le rapport entre les apéritifs et l'acide sulfurique? Il est peut-être plus grand qu'on ne croit. Plus grand. Oh, non. Oh, fais ça bien, ça. 35. 35. Eh bien, Pani. Cette fois-ci, il est bien mort. Je ne l'avais pas encore compris. Eh oui, cette chaise vide est plus triste que son tombeau. Les poètes l'ont dit déjà.
En souvenir de lui, écoutez 4 vers de Sully Prudhomme. C'est un grand écrivain, un grand poète, qui est momentanément considéré comme un imbécile. Écoutez. C'est au premier regard porté en famille autour de la table, sur les sièges plus écartés, que se fait l'adieu véritable. C'est beau. Et vous lui avez donné des cartes? Machinalement. Oh, Fais voir. Oh là là, qu'est-ce qu'il aurait fait avec ça? voyez-vous, moi, je serais parti du 7 de pique, parce qu'il est seul et que ça me fait une coupe. Mais lui, Panis, qu'est-ce qu'il aurait joué? Oh, monsieur Brun, je le connais. Il n'aurait pas fait la passe, il joue la manille. Il a raison. Et il me prend mon manillon. Mais naturellement, il sait jouer, va, il c'est pas un enfant, tu sais. Et ensuite, il joue pique. Et pourquoi? Parce qu'il sait que si je suis parti d'un petit pique, c'est parce que je coupe à pique. Et il veut me faire couper le saligot. Et j'ai qu'un atout, bon, Moi, maintenant, j'essaie un cœur. Mais pourquoi tu essaies, puisqu'il a encore la manille? Parce que s'il n'était pas mort, je ne le saurais pas. Donc je joue cœur et il prend. Encore mon manillon sec. Et il rigole. Et moi, je charge avec le roi. C'est un bon pli. Et maintenant, on aurait à la main. Et qu'est-ce qu'il fait? Il abat son jeu et il vous dit: mes enfants, tout le reste est à moi. Tout le reste est à moi. Et il a raison, hein. Voilà. C'est la première fois que je vois jouer à la manille avec un mort. En tout cas, c'est la première fois qu'on n'a pas triché. Et on a perdu. Ah, on a frappé. Oh, on a bien frappé. Qu'est-ce que c'est? C'est moi. Qui, vous? Moi, Césario. Oh, coquin de sort! Rentre, petit, rentre. Qu'est-ce que c'est? Il y a un accident? Oui, il y a un accident. Quel accident? Fanny? Non, pas ma mère. Moi. Je comprends pas. Cet accident est pour moi. L'accidenté, c'est moi. Tu es malade? L'appendicite? Oh non, non, pas de maladie. Allez, ferme la porte, il faut que nous parlions. Oh, monsieur le comte me donne l'ordre de fermer la porte. Si je savais comment elle se ferme, je l'aurais déjà fermée. Je suis pas un homme à donner des ordres à mon grand-père. Pourquoi tu m'appelles grand-père? Parce que tu me trouves vieux? Oui, je te trouve vieux, mais je t'appelle grand-père parce que tu es mon grand-père. Qui t'a dit ça? Maman, elle vient de me le dire. C'est ça l'accident? Oui, c'est ça. C'est un accident curieux. Est-ce que tu essaies de me dire des choses au hasard pour me faire parler? Oh, pas du tout, c'est pas mon genre. Voilà ce qui se passe. Mon ami Elzéar, le curé des Accoules, celui qui a confessé papa, a exigé avant la mort de papa que l'on me dise la vérité. Papa a refusé et il a chargé ma mère de me la dire après. Je viens d'apprendre il y a 20 minutes que papa ne n'était rien. C'est ton fils, Marcus, qui est mon père. Voilà pourquoi je t'appelle grand-père. Qu'en penses-tu? Je viens de me promener un moment sur le port. Je me suis demandé si je rêvais petitement folle. J'ai vu une petite lumière derrière ton rideau. Alors, qu'est-ce que tu dis de tout ça? Je dis que tout ça m'agace un peu, que mon pauvre cher Honoré a eu une bien mauvaise idée de mourir. Et voilà encore. Je peux le dire. Mais toi, qu'est-ce que ça te fait à toi? Ça me change. Oui, évidemment. Mais qu'est-ce que tu ressens? Ça ne te fait pas plaisir que je sois ton grand-père? Oh, tu sais, tu étais déjà mon parrain et j'ai toujours eu pour toi une très grande affection, très sincère et très profonde. Peut-être ne te l'ai-je pas beaucoup montré, mais tu sais... Oui, oh, je sais. Ce sont des choses qu'il ne faut pas dire. Et puis... Alors, que tu sois mon grand-père, ça n'y ajoute rien? Ouais. Au fond, ça te détruise un peu d'être le petit-fils d'un patron de bistrot. Ça me surprend d'être le fils de Marius. D'un homme qui n'a pas l'air d'avoir fait grand-chose dans sa vie. C'est certainement ce qu'il a fait de mieux. Il l'a pas fait tout seul. Alors, ton Marcus a couché avec maman. Sa présence me porte à le croire. Ça me dégoûte. Pourquoi? Je ne sais pas, mais ça me dégoûte. Et où est-il, ce Marius? À Toulon.
Il tient un garage. Il paraît qu'à présent, il se débrouille pas mal. Tu ne le vois plus? Moi? Je l'ai pas vu depuis 13 ans. Pourtant, Toulon, ce n'est pas loin. Encore trop loin pour lui et pour moi. Pourquoi n'est-il pas revenu ici? Tu sais qu'il a voulu naviguer. Oui, je sais. À 21 ans, on l'a versé naturellement dans la flotte à Toulon. Il ne venait pas souvent ici parce qu'il avait peur de voir ta mère et son mari. Je comprends ça. Enfin, il venait quelquefois, presque en cachette. Et moi, l'autre fois, j'allais à Toulon. Là-bas, il avait rencontré naturellement une femme. Oh, quand je dis une femme, j'exagère. C'est une ordure. Une simple ordure. Une femme à ne pas toucher du bout d'une canne à pêche. Et il aimait cette femme? Probablement, puisqu'il habite avec elle. Et probablement, tu vas m'annoncer l'existence de toute une équipe de petits frères à qui on ne peut serrer la main qu'avec des pincettes. Ah, grâce à Dieu, non. Tu es son seul enfant. Ah, alors tant mieux. Cette femme lui a fait connaître quelques voyous, bons garçons, et il l'a entraîné dans des aventures pas très catholiques. Ouais, c'est-à-dire qu'il n'est pas revenu, c'est parce qu'il est en prison. Non, non, non. Oh, il n'en a pas passé bien loin, mais il a manqué la porte d'entrée. Alors moi, un jour, je lui ai dit, ou tu vas quitter cette femme, ou tu ne remettras plus les pieds chez moi. Ça se passait ici un soir, au mois de février. Il m'a répondu sans respect, et même grossièrement. Il t'a injurié? Pire que ça. Il m'a dit, je te croyais plus tolérant. Et alors? Alors tu penses? Non, je ne pense pas du tout. Comment? Tolérant. Tolérant, voyons. Maison de tolérance. Oh, tolérant, moi, tolérant. Et c'est à ton père que tu dis ça, espèce de petit saligot. Fais bien attention, Marius. Tu as fait ton service, je n'ai plus le droit de te frapper. Mais si j'avais dit ça à mon père, il m'aurait tout de suite jeté dans la rue. Tandis que moi, je te dis, fous le camp. La différence n'est pas grande, et puis tolérant... Si j'avais dit tolérant à mon père, il m'aurait peut-être tué. Alors ton père était aussi bête que toi. Quoi? S'il était capable, comme toi, de chasser son fils d'une façon aussi stupide, ton père était un idiot. Comment? Oh, écoute, ne crie pas comme ça, tu vas avoir une attaque. Nous sommes en train de nous donner des explications. Pour trouver et donner des raisons claires et précises, il faut du silence et du bon sens. Si tu consens à parler sur un diapason normal, et comme une personne humaine, je te dirai des choses importantes. Oh, tu essaies d'abuser de ma faiblesse. Ta faiblesse, en effet, fait peine à voir. Écoute-moi, tolérant... Toi aussi? Tolérant, ça veut dire large d'esprit, plein d'indulgence, plein de bienveillance pour les fautes des autres. Oh. Dis donc, je connais la langue française. Mal, tu la connais mal. Oui, toi, tu es allé à l'école jusqu'à 20 ans. Moi, à 10 ans, je rinçais des verres. Mais je le sais, je n'ai pas du tout la pensée de te reprocher ton manque d'instruction. Je le constate. T'apprends ceci. Ton fils Marius t'a dit qu'il te croyait plus tolérant. C'est-à-dire qu'il te croyait plein d'indulgence et de bonté. Là-dessus, tu l'as mis à la porte pour toujours. Ça me paraît le comble de la stupidité. Oh, il n'y a pas eu que tolérant. Ça a commencé par là et puis ça s'est gâté. Il m'a dit qu'il n'aimait pas cette femme, mais qu'il ne me permettrait pas qu'on l'insulte, parce qu'elle valait autant que nous. Et puis, il m'en voulait d'autres choses. De quoi? Un an après le mariage de ta mère, il est revenu d'Australie, de la mission océanographique. Honoré n'était pas là, il partait pour Paris pour ses affaires. Marius est allé voir ta mère la nuit, et quand je m'en suis aperçu, j'ai couru chez toi. Je suis arrivé à temps. Et j'ai forcé à partir. Tu crois que sans ton arrivée... Oh, elle l'aimait beaucoup, tu sais. Elle l'aimait trop. Remarque qu'elle m'a aidé à le faire partir. Mais elle a été bien contente que j'arrive parce qu'elle n'avait plus la force. Et lui, il m'a obéi, il a compris le discours que je lui ai fait. Quoique j'ai pas d'instruction, j'ai su lui parler de l'honneur du nom, de la famille. Enfin, j'ai dit ce qu'il fallait dire, il a compris. Mais plus tard, en réfléchissant, il m'en a voulu. Et ce soir-là, c'est sorti tout d'un coup. Il y a eu... Enfin, depuis ce soir-là, il n'est plus mon fils. Tu l'as remplacé. Tu ne l'aimais pas assez. Moi? Il a été toute ma vie. Tout mon amour. C'est à cause de lui que je ne me suis pas remarié. J'ai été son père. Quand ma pauvre femme est morte, j'ai été sa mère. Évidemment, je lui ai jamais dit de paroles de tendresse, je n'ose pas. Et je lui ai dit beaucoup de paroles d'engueulade. Elles me viennent naturellement. Mais je croyais qu'il comprenait. Eh bien, il n'avait pas compris. Ce soir-là, il avait peut-être un peu bu. Et c'est comme ça que l'irréparable est arrivé. Dans la vie, il n'y a rien d'irréparable. Si. Il y a des choses irréparables. Écoute, Césario.
Je ne l'ai jamais dit à personne parce que j'ai honte. Écoute, dans la discussion, dans les injures, j'étais aveuglé par la colère. Tout d'un coup, je lui ai donné une gifle. Et lui, il me l'a rendu. Oui. Mon petit m'a frappé. Je ne peux pas savoir ce que c'est un fils qui frappe la face de son père. C'est presque un parricide. Oh. Il m'a pas frappé bien fort, bien sûr. Et après, il est resté tout bête et il a cru que j'allais le tuer. Et moi, j'ai rien dit. J'ai ouvert la porte. Et il est parti. Voilà. En somme, je me croyais le fils d'un commerçant honorable et d'une jeune fille honnête. J'apprends que ma mère était la maîtresse d'un garçon de bar et que mon père et mon grand-père, la nuit, dans leur bistrot, se foutaient des torgnoles. Ah, ça me fait une drôle de galerie des ancêtres. Donc tu as honte. Un peu. C'est bien fait pour nous. C'est mal fait pour moi. Nous n'aurions pas dû te donner de l'instruction. On aurait dû te mettre à l'école pratique et ça aurait suffi pour que tu prennes la suite d'Honoré. Au lieu de ça, on a voulu que tu sois un monsieur. Moi, le premier. Rien n'était trop beau pour toi. On t'a mis dans les lycées à Paris et tu nous reviens avec un chapeau d'encaisseur et tu nous dis « On m'a changé la galerie des ancêtres. » C'est pas ma faute si je n'ai plus tout à fait l'accent marseillais. Plus tout à fait, mais tu l'as plus du tout. Si ça continue comme ça, bientôt il te faudra un interprète. Je comprends pas la moitié de ta conversation. C'est vrai que pour les gentillesses que tu me dis, j'en comprends toujours assez. Ton père aussi tenait ce bar? Oui. Et ton grand-père? Oh, tu sais, ne remonte pas trop dans la famille. Tu n'y rencontreras pas Louis XIV. Mais tu risques d'y rencontrer un aïeul qui faisait le commerce des nègres. Voici donc le berceau de Marat. En somme, l'asile héréditaire. Ce zinc est l'hôtel de la famille et ces bouteilles d'apéro sont mes dieux là. Soit. C'est tordant. Je crois que l'instruction t'a embelli le cerveau, mais elle t'a gâté le cœur. Pourquoi tu dis ça? Parce que je n'admire pas tes bouteilles d'apéritif? Voyons, parrain. Si je t'ai fait de la peine, je le regrette. Ce n'est pas à ton parrain que tu as fait de la peine. C'est à ton grand-père. Eh bien, je le regrette, grand-père. Mais voilà une bonne parole, tiens. Je pars demain matin en 36 heures. Je ne voudrais tout de même pas te quitter sur un mot désagréable. Et puis, tu dois bien comprendre qu'une nouvelle pareille, on en reçoit fatalement un choc. Enfin, cela change les opinions sur bien des choses et sur bien des gens. Et tout d'abord sur moi-même. Il me faudra quelques jours pour faire le point, tu comprends? Oui. Oui, je comprends. Mais en tout cas, je suis content qu'on te dise la vérité. Toi, qu'est-ce que tu comptes faire? À propos de quoi? Cesario, tu n'as pas envie de voir ton père? Oh, pas le moins du monde. Plus tard, peut-être? À quoi bon? Oui. À quoi bon? À quoi bon? Écoutez-moi bien. Il y a une question que je veux vous poser, une question très grave. Est-ce que vraiment je suis coléreux? Quoi? Je fais Et toi, Cartefille, pourquoi tu ne réponds pas? Mon cher, je ne suis pas bon juge. Depuis 65 ans que tu es au monde, tu dois bien savoir ce que tu es. Ça, ce n'est pas prouvé. On ne sait pas toujours ce qu'on est. Il y en a qui sont cocus, qui ne le savent pas. Oui, à moins que leurs amis ne leur disent 10 fois par jour. Oh, 10 fois par jour. C'est la première fois que je t'en parle depuis une semaine. Mais réponds à ma question. Depuis tout à l'heure, je me demande avec angoisse si je n'ai pas commis de graves erreurs, si je n'ai pas été injuste, si je ne suis pas en somme une vieille bête, et si tout ça ne viendrait pas d'une tendance maladive à me mettre en colère. Tu as dit maladive, par conséquent, ça regarde le docteur. Allons, docteur, réponds-lui. Et toi, tu ne peux pas me répondre? Et je craindrais de me tromper, moi. Et tu ris comme un imbécile. Comment un ami de 30 ans vient te poser une question grave, une question venue du cœur, et tu réponds par des ricanements? César. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce rire? Ça veut dire que je suis une vieille bourrique. Allons, César. Comme par ton refus de me répondre, tu fais semblant de dire, sans le dire, que je suis coléreux et que tu as peur de ma colère. Et vous aussi, monsieur Brun. Vous ne répondez rien, mais vous faites semblant d'en penser le double. Quant à avec son air supérieur, je me fous de ce qu'il ne dit pas et de sa coqueluche et des vieillards. Mais qu'est-ce que ça veut dire à la fin? Depuis 30 ans, vous venez chez moi tous les jours et vous dites que je suis coléreux?
Je supporte la stupidité d'Escartefigue et vous dites que je suis coléreux. Je supporte les lyonnaiseries de M. Brun et vous dites que je suis coléreux. Je supporte le silence de ce médecin des chèvres et vous dites que je suis coléreux. Je supporte la présence de ce petit macaque, ce chauffeur, qui ne fait jamais ses consommations et qui de plus ne boit jamais rien et vous dites que je suis coléreux. Ce petit macaque là, hier, je lui dis, tiens moi un picon. Il me tire un picon. Je dis, donne-moi de l'eau de sel. Il prend le lot de sel. Il appuie sur le siphon. Il me le fait pisser dans la figure et vous dites que je suis coléreux. Non, il n'est certainement pas coléreux, et il nous le prouve. C'est vrai au fond que je suis coléreux. Ou plutôt je le parais car je ne suis pas du tout en colère. Dis donc alors, qu'est-ce qu'il te faut? Mais non, Félix, non, vois-tu, je crie comme ça, je me lance là, parce que ça me fait du bien. Oui, ça te fait peut-être du bien, mais ça fait du mal aux autres. Et puisque tu m'as demandé mon opinion, je vais te la dire. Le médecin des chèvres est tout qualifié pour donner une consultation à une vieille bourrique. Tu es un emmerdeur, César, et pas autre chose. Très bon dans le fond et très sensible, mais d'une fréquentation intolérable. Tu vis tout seul parce que personne ne veut rester avec toi. Oh. Tu as fait fuir les garçons, tu as fait fuir les bonnes, tu as fait fuir les clients, tu as même chassé ton fils. Est-ce que tu sais pourquoi? Je ne veux même pas le savoir, je suis sûr que tu avais tort, à cause de ton caractère. Oh. César, tu as fait de la peine à beaucoup de gens. Et je connais même un pauvre brave homme que tu as martyrisé. Qui? Toi. Oh, alors, si tu fais de la philosophie, aïe, aïe, aïe. Monsieur Escartefigue, je vous ai toujours considéré comme le plus sympathique et le plus affectueux des polichinelles que j'ai connus. Mais quand vous dites une chose comme celle que vous venez de proférer, je déclare et j'affirme que vous battez de loin vos propres records de stupidité. C'est-à-dire que je vous vois très distinctement serrant contre votre cœur les bornes du couillonnisme et courant à toute vitesse pour les transporter plus loin afin d'agrandir votre domaine. Cette déclaration a le mérite de la clarté. César, j'ai le regret de constater que tu m'exécutes sans jugement. Voyons, monsieur Brun. Monsieur Brun est de mon avis. Probablement, mais j'ignore de quoi vous parlez. Monsieur Brun, asseyez-vous. Monsieur Brun, mon petit Césario part ce matin, c'est-à-dire dans quelques minutes, avec ce vaurien de petit chauffeur sur le bateau de sa mère, bateau que nous voyons d'ici. Le petit Césario a révélé le but de ce voyage, une visite à un ami. Eh bien, selon moi, cet ami est une amie. Et je prétends que si le jeune homme a dit qu'il allait voir un ami, il n'y a pas de raison de croire qu'il va voir une amie. Pour quelle raison ne pas le croire? Parce que par pudeur, il ment. Sais-tu ce que c'est que de mentir? As-tu entendu parler du mensonge? Ah là, César, tu vas un peu loin. À moi, il me demande si j'ai entendu parler du mensonge. À moi, qui le connais par cœur et qui le pratique depuis ma naissance, que j'ai menti à ma nourrice, à ma mère, à mon père, à mes frères. J'ai menti à mon quartier maître. J'ai menti à ma femme. J'ai menti à mes amis. Vouaille, je vous ai menti à tous. Et en ce moment même, peut-être que je vous mens. Et il vient me dire en pleine figure que je connais pas le mensonge. Après cet aveu qui est peut-être, comme il le dit, un nouveau mensonge, il me paraît difficile de mettre en doute sa qualité de menteur. Et ce menteur affirme que Césario ne ment pas et qu'à son avis, il va vraiment chez un ami. Pourquoi te mentirait-il à toi? Je te l'ai déjà dit, mais c'est un mot qui t'échappe complètement. Par pudeur. Ah. La pudeur, c'est un sentiment délicat et nuancé, un sentiment très fin et très joli. La pudeur, c'est tout le contraire de l'escartefiguerie. Moi, par exemple, c'est par pudeur que je vous ai pas raconté un secret de famille, secret qui a éclaté la semaine dernière et qui est peut-être à la cause du départ de mon Césario. Ce secret, je ne peux pas vous le dire. Enfin, je ne peux pas vous le dire à la terrasse. Rentrons alors. Je ne peux pas vous le dire à tous à la fois, et si vite que ça. Parce qu'un secret, ce n'est pas quelque chose qui ne se raconte pas, mais c'est une chose qu'on se raconte à voix basse, et séparément. Enfin, sachez seulement que Césario a appris quelque chose qui l'a beaucoup ému, un grand secret qu'il ignorait. Et que nous savons tous. Depuis 20 ans. Depuis 20 ans, et qu'alors il est naturel que cet enfant aille passer 8 jours auprès de son ami pour se sortir un peu d'ici, et peut-être même pour lui raconter cette romanesque aventure. Et pourquoi n'irait-il pas plutôt se confier à un ami qui... Parce que c'est plus joli que ce soit une jeune fille, une amoureuse. C'est son droit le plus légitime, et de plus ça me fait plaisir. Et parce que ça vous fait plaisir, vous exigez que ce soit vrai. Naturellement. Au fond, tu as peur qu'il soit puceau. Félix, tu es ingracié. Mais tu as raison. J'ai peur de ce que tu dis. Ça me désobligerait. Bonsoir, grand-père. C'est, Ça t'étonne que je vienne t'embrasser avant de partir? ça ne m'étonne pas, ça me fait peur. Tu as peut-être encore appris un secret de famille. Peut-être. Cette fois-ci, on t'a révélé que je suis ton neveu. Ce serait charmant si tu étais mon neveu.
t'offrirai alors des pertos ou des timbres pour ta collection, mais ça n'est pas ça du tout. Alors qu'est-ce que c'est? J'ai un peu honte de te le dire. Dis-le quand même. Assieds-toi. Alors? Eh bien, tout à l'heure, je descendais de ma chambre et j'ai entendu maman qui téléphonait à Toulon, à ton fils Marius. Qu'est-ce qu'elle lui disait? Elle lui donnait rendez-vous pour demain, au poste de chasse du fameux oncle Émile. Elle veut lui parler seul à seul. S'ils se rencontrent seul à seul, ils ne se parleront peut-être pas beaucoup. La nuit, ça, il faudra que je le ferme à clé, parce qu'on vient toujours m'annoncer des choses qui me font pleurer de plaisir. Ça te fait tant plaisir que ça? Oui, tant que ça, et toi, ça te fait de la peine? Oh, de la peine. Mais parfaitement, je le vois bien. Ah, si tu me laissais parler, Si tu as quelque chose à dire, tu le diras qu'après moi, parce que moi, j'en ai gros sur la patate, j'en ai gros contre toi. qu'est-ce que tu peux avoir contre moi? Quand tu es venu une nuit, m'appeler grand-père à brûle-pourpoint, tu m'as dit des choses terribles. Oui, monsieur, terrible. Tu as prononcé le mot de bistrot. Oui, bistrot. Tu l'as dit. Peut-être. Bon, au moins tu es franc. Et moi, sur le moment, parce que tu m'avais dit grand-père, j'ai été trop bête pour te répondre. Mais depuis, j'y ai pensé le jour et la nuit. Et maintenant, je sais quoi te dire. Tu te rappelles ton ami, celui de l'école polytechnique, qui est venu te voir sur un yacht de 30 mètres de long. Tu m'as dit avec émotion, son grand-père possède 40 cafés à Paris. Et le petit jeune homme était skieur comme Artaban. Et tu avais l'air bien content de le tutoyer, mais tu l'as pas amené ici. Tu lui as pas dit que j'étais ton parrain, pensez-vous, être le filleul d'un bistrot. Bien, si son père a 40 cafés, il est 40 fois plus bistrot que moi. Tu n'as pas tort, quoique ce ne soit pas la même chose. Oh, je sais qu'il y a une grande différence. Le père du petit jeune homme, c'est quelqu'un de mieux que moi, car ce qui donne le véritable chic à son travail, c'est qu'il le fait faire par les autres. Eh bien, moi, mon travail, je l'ai fait, comme ton père l'a fait, comme mon père l'a fait, et comme tu l'aurais fait toi-même, si ton père n'avait pas été un fou rêvant, un fou délirant, un fou navigant. Voilà. Qu'est-ce que tu peux me répondre maintenant? Absolument rien. Parce que tout ce que tu viens de me dire n'a aucun rapport avec la question qui m'a conduit ici ce soir. Aucun rapport? Mais c'est la question elle-même. Tu viens me voir parce que ta mère élégante et bourgeoise, a téléphoné en cachette au fils du bistrot. Oh, tu dis des bêtises. Mais pas du tout. Toi, tu ne l'aimes pas, mon Marius. Mais pourquoi me fais-tu ce reproche? Hier, toi non plus, c'était pas ton Marius. Je savais pas. Et moi, ce que je savais? Je suis né après toi, grand-père. Et je ne l'ai vu que 3 fois. Je vais te dire au contraire que ce qu'il a dit aujourd'hui m'a profondément ému. Vous avez été injuste envers lui. Ouais, une bonne parole. Et cependant, tu as honte. Tu as honte que ta mère l'appelle au téléphone. Mais pas du tout. Mais tu l'as dit, j'ai honte. C'était pas pour ça, j'ai un peu honte, parce que j'ai écouté le coup de téléphone et je ne me suis pas montré. Il me semble que c'était pas chic vis-à-vis de maman. Et de plus, je tiens à te le répéter, ça fait un peu cafard. Si ce que tu as entendu te sert à faire son bonheur, tu n'as pas besoin d'avoir honte. Alors, Marius, qu'est-ce que tu en penses? Il n'est pas très calme ni très doux. Lui? Ah, tu m'as dit toi-même qu'il t'avait donné une gifle. Dans des circonstances, je lui reproche pas la gifle. Je lui reproche de ne pas m'avoir embrassé après. Là, il a eu tort. Mais tout de même, tu n'as pas le droit de lui reprocher mes défauts. C'est mon fils. S'il a les mêmes défauts que moi, n'oublie pas qu'il a beaucoup de qualités que je n'ai pas et que sa mère lui a données. Et pour la science, moi je te le dis, s'il était allé à la Polytechnique, lui, il te ferait des additions 4 fois plus longues que les tiennes et il les ferait 4 fois plus vite. Il est certain que je le considère comme un homme énergique extrêmement intelligent. Enfin. Mais ce coup de téléphone de maman m'inquiète. Ah, en effet, c'est très grave. N'est-ce pas? Oh, c'est très grave. Quel horrible malheur. Quand on pense que 20 ans après, ta mère aime toujours ton père, malgré son absence, malgré la fortune, elle est restée fidèle à ses amours d'enfance. Oh, quelle gourgandine. Je lui toucherai plus la main. Tu es bête. Pas tant que toi, imbécile heureux. Enfin, puisque tout ça t'inquiète, n'en parlons plus. Moi, pour Marius, je puis très bien lui trouver une femme. Mademoiselle Irène Bermond. Quoi? Une jeune fille très riche. La fille est des moteurs Bermond. Elle joue au tennis. À ce qui paraît qu'elle est folle des hommes de notre famille. Alors toi, comme tu es jaloux de ta mère, je pense que tu vas consacrer ta vie à veiller sur elle. Et mademoiselle Bermond, qu'est-ce qu'elle va devenir? Il faut lui présenter Marius. C'est pas qui t'a raconté cette histoire, mais je ne vois pas le rapport. Mais tu vois jamais le rapport. Je me demande ce qu'on t'apprend dans cette polytechnique. Ben moi, le rapport, je vais te le dire. Dans 1 ou 2 ou 3 ans, tu épouseras Irène Bermond, jeune ravissante et riche, c'est vrai? C'est pas impossible. À ce moment-là, tu laisseras ta mère pour voler à tes amours et tu exigeras que toute seule, entre un canoë canadien, une ancre flottante et 3 douzaines de voiles de tartane, elle attende tristement d'être devenue une vieillarde. Mais non, si à ce moment-là... Oh, à ce moment-là, probablement, tu t'en foutras pas mal. Alors pourquoi veux-tu lui infliger 3 ans de misère de plus? Tu as raison, grand-père. Tu as raison, mais tout ça est bien difficile. Par à ton avis, que faut-il que je fasse? Je voudrais que tu ne manques pas ton train. Ah, c'est vrai. Et quelle heure est-il? 9h05. Je vais te mener à la gare. Alors, toi, tu crois que tu peux arranger les choses entre maman et ton fils? Ton fils? Pourquoi ton fils? Tu crois que ça te brûlerait la gueule si tu disais mon père? Je veux dire, tu crois que les choses, socialement, peuvent s'arranger entre maman et mon père?
C'est bête de pleurer pour un mot. Oh, pour celui-là, c'est pas bête. Et maintenant que tu l'as dit une fois, tu verras comme c'est facile à dire. Et comme on est véritablement malheureux quand on ne peut plus le dire à personne. Viens, mon petit.